Gérald Bavet était un être timide, sympathique, livide. Vaguement blond, un peu grand, voûté, il cherchait avant tout des amis, peu regardant sur leurs qualités. Il s'habillait mal, croyant s'habiller bien. Pantalon trop court et trop large, chaussettes blanches, mocassins. Il était, écoutant sur son Walkman des groupes californiens aujourd'hui oubliés, à la recherche d'un monde meilleur. Il rêvait d'une carrière dans le haut de bilan. Les arts l'intéressaient peu. Il ne croyait qu'au monde de l'entreprise. Les œuvres des génies l'effrayaient. Il se trouvait devant elles comme un petit garçon. Il leur préférait les romans mineurs, d'anticipation, ou les livres dont vous êtes le héros. On les voyait plonger à la cafétéria, lançant des dés. Bavet, dans son studio de Lacoba, s'était fabriqué un mausolée en hommage au général de Gaulle. Une croix de Lorraine, un petit soldat de plomb, un peu de houx, et scotché sur le mur, l'appel du 18 juin. Les grandes figures historiques le fascinaient. Bavet s'abordait sa vie doucement, sans volupté mais avec calme. Il se masturbait chaque matin. C'était un acte salubre. Il ne ratait jamais un cours. Le soir, il travaillait, révisait des matières qui non seulement ne le méritaient pas, mais ne le réclamaient pas. Son surnom officiel était Nesquik, sa marque de cacao préférée. Nous l'intitulions Babave. Bavet était homme de mule et de robe de chambre, étriqué mais affable. Aucune profondeur ne se signalait chez lui, non plus que nulle agressivité. Il n'était pas intelligent, il n'était pas stupide. Une expression de Sartre, issue de Cahiers pour une molle râle, décrivait merveilleusement Babave. L'homme moyen, comme on dit, l'homme fusé. Atteindre le niveau de médiocrité de Babave n'était guère évident. J'entends par médiocrité non l'acception insultante qui a exagéré ce mot, mais la médiocrité étymologique, celle du juste milieu, de la moyenne géométrique, de l'entre-deux eaux, du gris. Babave ne dépassait pas, ne se situait ni au-dessous ni au-dessus. Il s'évanouissait dans la foule et se fondait dans la masse. Il incarnait la norme, il habitait l'habitude. Ni fort, ni faible, ni complètement borné, ni totalement curieux, il se mélangeait aux autres comme on rajoute un nuage de lait dans le thé. Il passait entre les gouttes de l'existence, parvenant sans trop d'embûches au prix d'efforts constants à obtenir des résultats satisfaisants. Il possédait peu d'envie, moins de besoins encore, ne faisait pas de cauchemars et ne rêvait pas non plus. Un mercredi soir de janvier, le froid était arrivé à une sorte de point culminant, Babave, ayant perdu une tante qu'il vénérait, s'était rendu à la cathédrale. Je l'y aperçus sans qu'il me vît. J'allais souvent admirer, les jours de cafard, tous les jours, les vitraux du sanctuaire, les verrières peignant Marie la Sainte et son fils trinitaire, l'enfant de l'hostie, le petit roi des humiliés. Je m'étourdissais du cœur des chanoines, épargnés par les bombardements. 16 fenêtres sur 4 travées, fuselées, cosmiques, dont rois et archevêques me scrutaient. Ces vitraux diffusaient une crémeuse lumière de mort dans le métallique matin. Babave s'agenouilla sur un banc, pria. Caché derrière un pilier, j'observais ce corps pâteau, cette physionomie sans atout. Une part de vérité s'échappait de Babave. Il trichait moins que moi. Son cosmos d'être médian, de figure intermédiaire, de second couteau m'était inaccessible. J'étais prétentieux, il ne l'était pas. J'étais vaniteux, me faisant à croire que je méritais un destin, là où il acceptait de n'être que lui-même. Il entrait dans son effacement une humilité chrétienne qui valait mieux, à la lueur des cierges, que la manifestation proclamée de mon génie. Bavet, Gérald, refusant les excès, les humeurs, les éclats, ne brillait pas. Mais dans son costume de terne pantin, de vieillard de 20 ans, il m'apparut, suspendu dans le silence, telle une figure christique. Il était nimbé de sa lumière à lui, en accord avec la tristesse de son deuil, et, pleurant une tante sans importance pour moi, paraissait plus grand que lui-même.
Il se dépassait non par le coup d'éclat, la bravade, l'aventure extraordinaire, mais par un souffle imperceptible. Ce souffle qui craint de faire trembler la feuille. Babave, au contraire du piteux poète qu'au forceps j'incarnais, n'était pas théâtral. Il alluma un cierge de cire qu'il empala sur une pointe. Une odeur de savon brûlé s'insinua dans la chapelle, enveloppa la pierre, propagea jusqu'au transept une caresse noire. Dieu s'étendait au-dessus de lui, comme une encre qui plane. Sur le visage allumé de Bavé, de Babave, je lus une maladie d'enfant. Il laissa couler une larme. Il se signa et sortit de l'édifice, baptisé par le sourire de l'ange. Je le suivis. Il passa devant le palais de justice, longea le théâtre, emprunta la rue de Vesle, traversa le pont, se dirigea vers la rue du colonel Fabien pour regagner le campus. J'écris campus, mais il ne s'agissait que d'un vulgaire parking. C'était un homme seul et observé, un homme sans relief et qui s'en doutait, un homme invisible qui n'en voulait à personne et que nul n'eût pensé à détester. De quel droit pouvais-je affirmer qu'il s'agissait là d'une vie pour rien, d'une existence indigne d'intérêt? Je ne parvenais pas à le hisser au même degré d'importance que moi-même. J'avais la certitude d'être un raté, mais une minuscule traînée de lueur me promettait dans les confins de mon esprit un avenir moins nu que le présent. Cette certitude d'être plus nécessaire au monde que Babave persistait tandis que je le filais, elle était combattue pourtant par une petite musique qui m'avertissait que mon rapport aux êtres était vicié. L'absence supposée de vie intérieure et extérieure de Gérald Bavé n'était, m'indiquait cette petite musique, que la manifestation d'une imbécile mégalomanie. Quand même eussé-je déjà publié 3 romans miraculeux, que je fusse resté au seuil du mystère de Babave. Ce n'était pas la peine de rêver à une œuvre, à une destinée d'écrivain, si un congénère humain incapable de pitié et de piété se retrouvait relégué par le simple décret de ma supériorité, petit pourvoyeur de médiocrité. Il avait sa dignité, il aurait ses funérailles. Dans le vent rémois, cisaillant, il ne ressemblait à rien. C'est pourquoi je résolus de me forcer à plaquer sur lui pour de rire cette importance que je refusais qu'il possédât. Transformer Babave en héros, en morceau de lumière, en incarnation de la beauté de la vie et de l'éternité, lui rendre sa grâce, à lui qui n'en possédait pas un atome. Je le vis se gratter les fesses, faire tomber son portefeuille qu'il ramassa. Je continuai l'exercice, le placer sous un champ d'étoiles, le rendre à l'harmonie du monde, l'envisager dans la beauté des siècles, lui octroyer ses coordonnées spatiales et temporelles dans l'histoire des hommes. Ses ancêtres avaient connu des guerres. Ses descendants changeraient, qui sait, le sort de l'univers. Je grimaçais en émettant ces hypothèses farfelues. Le contraste s'accentuait entre les gestes, l'allure, la démarche de Bavé, sa manière de vérifier que le portefeuille était bien calé dans sa poche, et le soleil blanc, immémorial, hivernal, puissant, dans lequel je tentais de le fondre. Cet abruti ne s'accordait décidément point à la poésie, à la lumière, à la gloire de l'aube, au tonnerre, au crépuscule. Enfoncé dans sa banalité, il était incompatible avec la plus petite forme de transcendance. Sa prière avait été un geste, le déroulé d'une habitude, la manifestation d'une éducation. De même qu'un détritus finit dans une décharge, son deuil s'était conclu dans une prière. Babave n'était qu'un ongle de pied oublié sur un morceau de carrelage, un être obscène de normalité, écœurant, triste, vide et laid, incapable de chute, de vertige, d'échapper. Il représentait, symbolisait la figure du passant générique, du piéton uniforme. Comment la peur de la mort, par exemple, ou l'immémoriale infinité du Seigneur, pouvait-elle éclore en leur terrible splendeur au recreux d'un pareil gratteur de fesses? Bavé, quelques jours plus tard, et conduit par Annetta Grebeck, une polonaise acnéique de 3e année, fut pris en charge par Cassel et Laugier, qui le fournirent en alcool blanc. Babave but vite et beaucoup. Un sourire d'une tristesse sans issue s'était affiché sur son visage. Le laissant seul, Cassel et Laugier, qu'un pressentiment désagréable avait agité dans la nuit,
le retrouvèrent le lendemain à Potrominé, en robe de chambre jaune canari, inconscient, allongé sur la moquette au milieu des bouteilles bues, le nez planté dans sa merde. Ils le déshabillèrent, lui firent prendre une douche glacée. Babave, qui venait d'affubler le monde d'un reliquat de laideur, leur adressa un regard rempli d'horreur, puis émit quelques glaireuses paroles que les autres ne comprirent pas. Il sanglota, on le rassura. Nu dans sa baignoire, se redressant comme un diablotin jaillissant de sa boîte, Bavé eut cette phrase que me rapporta Laugier et qui me fut confirmée plus tard par Cassel. « Je suis insipide.